Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie, je vous propose tout simplement qu'on fasse une correction d'un devoir type E3C, donc en physique-chimie pour les premières spécialités, concernant donc le thème 3, énergie, conversion et transfert, et notamment la partie énergie mécanique. Alors là, encore une fois, chapitre très important de devoir, et c'est un chapitre, franchement, pour le coup, l'énergie mécanique, c'est l'un des rares chapitres de première, mais on le retrouve très souvent dans les sujets de devoir, en fait, ok. C'est-à-dire que là, clairement, par exemple, là, dans un devoir que j'ai eu très récemment sur l'énergie mécanique et un peu de chimie orga, qu'on va aussi aborder le plus vite possible sur la chaîne, et tout simplement, on avait de l'énergie méca. Et donc, l'énergie méca, c'est un exo carrément type bac. Donc là, si vous êtes chaud, hein, c'est un exo type bac qui est tombé même cette année pour les termes l'aspect. Donc là, si vous êtes chaud, hein, je vous dans une de mes vidéos, hein, la prochaine vidéo qui sortira, si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire, on peut traiter l'exercice de méca ensemble, ok. L'exercice de méca que type bac, hein, que j'ai eu niveau première, bien évidemment, réadapté, afin qu'on puisse voir un petit peu comment ça marche, ok. Alors là, je vous laisse vous charger de la lecture d'énoncé parce qu'on va essayer de pas perdre trop de temps. Vous allez voir, la vidéo va être très dense, mine de rien. Et après, donc, une fois que vous avez lu attentivement l'énoncé, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction de ce devoir. Alors, pour la correction du devoir, donc, là, on va commencer par la première question, question 1. Et donc, pour cette première question, pour bien la réaliser, on demande de représenter les différentes forces qui s'appliquent sur le système. Donc, question très classique. Pour cela, il nous faut le système et les référentiels, ok. Et après, donc, le bilan des forces, en fait, vous étiez même déjà dressé. Donc, on n'était pas forcément obligé de le mettre. Mais, encore une fois, par habitude, dans le corrigé, j'ai mis. Bon, là, pour gagner du temps, je vais pas le refaire, hein, puisque, tout vous étiez indiqué clairement. Juste le poids de la balle, hein, bon, le poids, vous n'avez pas fait un descriptif détaillé, c'est normal. Parce que, tout simplement, et là-bas, le poids, on sait que c'est vertical vers le bas. Ok, normalement, en premier aspect, on est censé de savoir. Donc, on va représenter ces trois forces. Donc, le poids, le poids, je sais qu'il est vertical vers le bas. Alors là, pareil. Vous voyez, je représente ça sans échelle. C'est normal. Dans l'énoncé, on m'a précisé qu'il n'y avait pas de souci d'échelle. Donc, je peux très bien représenter, et c'est le but même, représenter les forces sans échelle. Ok. Après, donc, on nous a dit ici, on avait la force, comment ça s'appelle? La poussée d'Archimède, qu'on appelle FA, que vous verrez en termes d'aspect d'ailleurs, quand on fera le chapitre sur les fluides. Et donc, elle est verticale orientée vers le haut. Et enfin, donc, on a tout simplement les frottements, qui ont cette allure-là, et donc, qui sont également verticales vers le haut, dans le sens opposé du mouvement. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour la question 1. Voilà, très rapide. Ensuite, question 2. Donc, question 2 de la partie 1. Il s'agit tout simplement de comparer les valeurs de la poussée d'Archimède et au poids. Enfin, de la poussée d'Archimède par rapport au poids. Et donc, d'en déduire que la poussée d'Archimède est inégligeable devant ce poids. Alors, pour cela, il nous faut d'abord le poids. Il nous faut la poussée d'Archimède. Et en fait, on va tout simplement comparer les valeurs des deux. Alors, comment je compare justement deux mesures en physique, hein. Là, pour le coup, ça va être l'occasion de le rappeler. Vous allez voir, on va faire un rapport. Donc, on cherche d'une part le poids. Donc, on cherche P. Pour avoir le poids, vous savez bien, hein, formule de seconde, même de troisième, c'est P est égal à M fois G. Donc, du coup, ici, je prends la masse du système. La masse du système de mémoire, c'est 55 grammes. Ok, sauf que je me rappelle aussi dans ma formule, P est égal à M fois G, M c'est en kilogrammes. Donc là, il suffit de multiplier par 10 puissance moins 3. Et comme ça, j'arrive au kilogramme. Ensuite, GG, l'intensité de la pesanteur, 9,81 newton par kilogramme. Et puis c'est bon. Après, de là, je dégaine ma formule. Or, P c'est égal à M fois G. Donc P égale 55 fois 10 moins 3 multiplié par l'intensité de la pesanteur 9,81 newton par kilo. Donc P égale la chose suivante. Donc là, on le calcul. Il se trouve qu'on trouve 5,4. On trouve ici 5,4 10 puissance moins 3 newton. Ça, c'est pour le poids de la balle. Ensuite, deuxième étape. Je vais chercher tout simplement la force, la force de la poussée d'Archimède, ok. Donc là, la relation, elle vous est donnée. Encore une fois, si vous pouvez l'apprendre, apprenez-la dès cette année, parce que de toute manière, on va s'en servir l'année prochaine, ok. Donc la poussée d'Archimède, on regarde la relation. Donc on a les choses suivantes. Donc là, pour le coup, il nous faut, non pas la masse, mais la masse volumique de l'air. Donc là, vous êtes donné, c'était 1,0 fois 10 puissance moins 6 kg par centimètre cube. Ensuite, donc, on a le volume. Donc, on a le volume de la balle. Alors là, le volume de la balle, pour avoir le volume de la balle, en fait, il n'est pas donné de façon directe. Là, on vous donne juste le diamètre. Attention, on vous donne le diamètre d'une balle, ok. Donc, le volume de la balle, ça, vous savez qu'une balle, de manière générale, c'est une sphère. Et une sphère, ici, on nous a donné le diamètre en 6,5. Donc, et vous vous rappelez, cours de troisième, pour calculer le volume du sphère, c'est 4 tiers fois pi fois le rayon cube. Du coup, le rayon, vous savez, depuis la CM2, c'est aussi le diamètre divisé par 2. Ok, voilà. Donc, fois R au cube. Ce qui veut dire que B est égal 4 tiers fois pi fois tout simplement D divisé par 2, le tout au cube. Ce qui veut dire que V est égal 4 tiers fois tout simplement pi fois, donc la chose suivante, 6,5, hein, donc l'unité en centimètres, divisé par 2, le tout au cube. Alors là, pareil, aussi, certains profs de physique
s'ils poussent à faire, hein, je connais certains profs de physique qui sont assez matheux et donc ils vont pousser à faire. Et donc ils vont vous dire, oui, mais diamètre divisé par 2 le tout au carré, et ben le tout au cube, pardon, on peut simplifier, ça fait donc diamètre au cube sur 2 au cube, ce qui fait diamètre au cube sur 8, ok. Alors c'est possible aussi d'envisager une telle simplification. Bon là, bien évidemment, on va pas se casser la tête, hein. Voilà, on va tout simplement dégainer les calculs directement. Donc ça fait 4 tiers fois pi fois le rayon du coup au cube, donc 6,5 divisé par 6,5 divisé par 2 le tout au cube, ce qui fait donc exactement 1,4 10 puissance moins 3 newtons. Donc là pour le volume, pardon, 1,4 fois 10 puissance 2, on n'est pas encore à la force, 1,4 fois 10 puissance 2 cm3. Alors là, pourquoi j'exprime le résultat en cm3? Parce que j'ai masse volumique avec des cm3. Ok, c'est pour ça le volume, du coup, pour que ça soit cohérent, je le garde en cm3. Alors ne vous inquiétez pas, là on réexpliquera, il y aura une vidéo, j'espère que j'aurai le temps de la faire durant l'été, mais il y a une petite vidéo où je vous expliquerai les principes de l'analyse dimensionnelle, parce que là du coup ça rentre dans l'analyse dimensionnelle, et l'analyse dimensionnelle elle permet justement comme ça de retrouver facilement des formules, ou vérifier la cohérence des unités dans une formule. Et enfin, troisième donnée qu'il nous faut, l'intensité de la pesanteur, G égale 9,81 newton par kilogramme. Une fois que j'ai ces éléments là, je fais le calcul, donc on va mettre or, la poussée d'Archimède c'est tout simplement la masse volumique de l'air, fois le volume, fois tout simplement G, ce qui veut dire FA égale donc 1,0 fois 10 puissance moins 6 fois le volume 1,4 10 puissance 2 fois donc 9,81. La poussée d'Archimède est donc égale à la chose suivante, 1,4 10 puissance moins 3. Ce coup-ci là on est en newton pour le coup. Ok. Alors d'ailleurs le résultat précédent c'était pas 10 puissance moins 3, j'ai fait une erreur, c'est 10 puissance moins 1. Alors du coup on fait le rapport, hein. Donc là on fait le rapport entre le poids et la poussée d'Archimède. Donc, c'est-à-dire entre 5,4 10 puissance moins 1 divisé par 1,4 10 puissance moins 3. Lorsque j'effectue le rapport, je trouve 386. Donc, en fin de compte, et tout simplement, la poussée d'Archimède, comme on voit que le rapport entre les deux est quand même assez élevé, 386, la poussée d'Archimède est négligeable devant le poids. Parce qu'on voit quand même, il faut 386 fois d'intensité en poussée d'Archimède pour atteindre le poids. Ok. Donc du coup c'est négligeable devant le poids. Voilà, donc à chaque fois vous devez comparer deux grands en physique-chimie. On peut comparer, dire l'un est plus grand que l'autre, ou sinon en général on fait un rapport. Ok, c'est plus pratique. Alors, du coup, question numéro 3. Donc là on va essayer de faire vite sur cette question, parce que ça demande beaucoup de lignes et d'argumentation. Donc on me demande parmi les trois séries de poids reproduites sur la figure ci-après, d'en déduire d'indiquer en justifiant donc là, dans la réponse, la série de points qui représente l'énergie potentielle de pesanteur, celle qui représente l'énergie cinétique et celle qui représente l'énergie mécanique. Encore une fois, question très classique. Donc là, on est dans le cadre d'une chute, c'est-à-dire que tout simplement, on perd de l'altitude. Il faut commencer comme ça en général. Souvent, quand vous êtes dans le cadre d'une chute, vous regardez tout simplement le paramètre le plus simple. En général, quand on est dans une chute, quand on est dans le cas d'une chute, le premier paramètre qu'on voit tout de suite, c'est qu'on perd de l'altitude. Ok? Donc, on peut déjà dire, pendant la chute, tout simplement la balle perd de l'altitude. Comme elle perd d'altitude, donc elle perd de l'énergie cinétique et donc l'énergie, elle perd de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est celle qui est liée à l'altitude, et donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Ce qui est représenté par la série 2. Donc la série 2 représente l'énergie potentielle de pesanteur. Durant la même chute, là je vais aller assez vite, la balle au contraire va gagner de la vitesse, donc ce qui signifie qu'elle va gagner de l'énergie potentielle cinétique ce coup-ci, et donc elle va augmenter de plus en plus lors du trajet. Et ce qui signifie que là, la série qui permet de représenter ça, c'est la série tout simplement 3. Donc là, elle représente l'énergie cinétique. Et enfin, donc dernier cas. Et enfin, dernière des choses, on sait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc ceci, c'est la somme des deux, elle est représentée ici par la série 1. Donc la série 1 représente EM. Donc là, pareil, si vous voulez plus de détails dans l'explication, il faut revoir les autres vidéos qu'on a faites, tout simplement sur le sujet, ok? Parce que là, du coup, on avait refait, là, pour le coup, c'est une question qu'on a déjà traitée. Et donc là, c'est pour ça que je vais assez vite sur cette question. Donc si vous voulez la revoir, il faut revoir encore d'autres vidéos. Comme ça permet aussi de vous réentraîner sur la chose. Maintenant, on passe à la question numéro 4. Donc question 4, tout simplement, à l'aide de ces courbes, justifie que l'on peut, dans cette étude, faire le choix de négliger les forces de frottement. Donc là, pour vous rappelez dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Et pour que les forces de frottement soient tout simplement négligeables, et en fait, ça veut dire que l'énergie mécanique est toujours la même. Et là, d'après ce graphique, je constate quoi? Et d'après le graphique, qu'est-ce qu'on peut constater? Et d'après le graphique, l'énergie mécanique est constante.
Ok? Donc l'énergie mécanique est égale à une constante toujours, qui est d'ailleurs 0,8 joules. Or, quand l'énergie mécanique est toujours constante, alors les frottements sont négligeables. Et du coup, ce qui fait que dans cette étude, on peut les négliger. Donc, dans cette étude, les frottements sont négligeables. Alors là, pareil. Là, j'écris en mode prise de notes pour aller plus vite aussi. Comme ça, on essaie de gagner un peu de temps. Donc là, pareil, si vous voulez tout le raisonnement bien détaillé, tout propre, rendez-vous sur mon drive. Encore une fois, que je l'ai mis dans la playlist thème 2, mouvement interaction, ou thème 3, énergie, conversion et transfert et conversion, je vais y arriver. Et toutes les autres playlists d'ailleurs de physique chimie de première. Et donc dans mon drive, vous retrouverez les sujets de DS et aussi les corrigés. J'ai pris le temps de tous les faire. Donc ils ont tous à jour, donc c'est carré. Ok, comme ça, ça vous permet de bien travailler, les corriger. Parce que là, c'est vrai que je suis plutôt en mode prise de notes. Donc c'est pour ça on va vite. Parce que le sujet est déjà long. Donc si en plus on prend le temps de bien rédiger, ça va être un peu compliqué. En même temps que je parle. Alors, ensuite, question numéro 5. À quelle force est due la variation d'énergie cinétique observée? Donner son travail, tout simplement, sur le trajet AB. Et bah, tout simplement, on a déduit deux choses. Je vous rappelle des questions précédentes. On a dit que F et tout simplement FA, donc la force de frottement et tout simplement la poussée d'Archimède, sont négligeables. Ok, c'est ce qu'on a vu. D'après les questions 2 et les questions 4 qu'on a répondu tout à l'heure. Ainsi, seul le point en conséquence permet tout simplement permet la variation de l'énergie cinétique, ok, dans ce cas. Et donc tout simplement, maintenant on veut savoir la valeur du travail de l'énergie cinétique sur le trajet AB. Et bah pour avoir la valeur du travail de l'énergie cinétique sur le trajet AB, et bah tout simplement, on va écrire or, on sait que somme des travaux des forces entre A et B, c'est égal justement variation d'énergie cinétique entre A et B. Or, de plus, seul par conséquent P travail, parce que du coup c'est la seule force vraiment qu'on utilise, c'est la seule force qui permet la variation d'énergie potentielle de l'énergie cinétique. Ainsi, on en dit la chose suivante, travail du poids entre A et B égale variation d'énergie cinétique entre A et B, c'est-à-dire travail entre A et B du poids, c'est égal donc l'énergie cinétique d'arrivée, ECB moins ECA. Or, on peut regarder d'après le graphique, ECB, donc l'énergie cinétique à la fin. À la fin, donc l'énergie cinétique, on peut le voir, elle est autour tout simplement. Alors, on regarde après la série 3. Alors là, on fait vraiment avec les données du graphique. Donc là, à l'aide des données du graphique, on peut en déduire que l'énergie cinétique à la fin, ECB, c'est 0,7 joules. Ok? Parce que la balle n'a pas totalement atterri au sol. Enfin, là, d'après ce qu'on peut comprendre, en tout cas, la balle n'a pas totalement atterri au sol, visiblement. Puisqu'elle a encore un peu d'énergie potentielle de pesanteur. Puisqu'en effet, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est 0,1 joules. Ok? Bah voilà. Donc, ainsi, du coup, le travail de la force entre A et B, qui est le poids, c'est égal à l'énergie cinétique en B, donc 0,7, moins l'énergie cinétique en A, donc moins 0,1. Alors même ce qu'on va faire pour être, pour pas avoir de soucis, même ce qu'on va faire, on va prendre l'énergie cinétique vraiment quand la balle elle tombe, comme ça on n'a pas de soucis. Donc au début on va dire c'est 0,8, parce que du coup quand la balle elle tombe, et bah, il n'y a plus d'énergie, tout simplement. Il n'y a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Et donc, comme l'énergie mécanique reste toujours à 0,8, on a du 0,8 joules. Et donc, au tout début, c'est bien 0,0, pardon. Ok? Donc, ça fait 0,8 moins 0,0, ce qui fait que le travail de la force, donc du poids entre A et B, c'est égal 0,8 joules. Ok? Voilà. Alors, partie 2. On passe à la partie 2. Donc, la partie 2, on va commencer par la question 1, représentée sur la figure 4. Donc, tout simplement l'allure de la trajectoire de la balle lors du service. Alors là, pour le coup, je sais pas si vous avez déjà fait du tennis, mais si vous avez déjà fait du tennis, en tout cas, ça va vous aider pour cette question. Alors là, je reprends très rapidement la situation. Là, je me casse pas la tête. Donc, on part de ce point-là, avec une certaine trajectoire de ce style-là, et on arrive là. Et ben, en fait, tout simplement, la balle, elle va avoir cette trajectoire-là.
ok? C'est-à-dire on va la lancer, elle va avoir une trajectoire parabolique de ce style-là jusqu'à arriver au sol en un certain point qu'on va nommer D. Ok? Bravo. Ça c'est pour la question 1 de cette partie. Question 2 et c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Donc, montrer à l'aide d'un théorème énergétique que dans les conditions proposées, dans la première partie, la vitesse au point d'impact s'écrit VD égale racine carrée de V carré C plus 2 fois G fois Z. Alors, là, deux manières de raisonner, c'est pour ça qu'on va bien prendre le temps de bien la faire cette question. Et c'est à partir de cette question qu'on va pouvoir vite fait approfondir sur une autre notion qui peut servir pour ceux qui veulent toujours en savoir plus, voilà. Et donc là, montrer à l'aide d'un théorème énergétique que dans les conditions du modèle suivant, et bah, on a la relation suivante. Donc là, c'est ce genre de questions, même au bac, hein, ce genre de questions, vous avez toujours un peu de mal parce que vous dites, oh là là là, comment je dois arriver à montrer une telle forme. Et bah, pour le coup, il faut faire simple. Des fois, il faut faire simple, ok? Bah, faut faire très très simple. Donc, on va écrire, donc là, on va vraiment suivre la méthode, ok? Et la méthode, c'est simple. On écrit l'énergie cinétique, enfin l'énergie mécanique au point de départ. Ok, on va exprimer l'énergie mécanique au point de départ. Ensuite, au point d'arrivée, donc le point D, je vais à nouveau exprimer l'énergie mécanique. Ici, dans l'énoncé, on dit que l'action de l'air et les frottements sont négligeables. Donc, ce qui veut dire que, par conséquent, l'énergie mécanique est conservée. Et de là, on va pouvoir en déduire une égalité. Et donc, comme ça, tout simplement isoler VD. Et donc, avoir la relation que vous voyez à l'écran. Enfin, que vous avez vu à l'écran lorsque vous avez vu l'énoncé, en tout cas. Alors, du coup, j'ai exprimé l'énergie mécanique en C. Donc, en C, tout simplement, l'énergie mécanique s'écrit de la façon suivante. C'est ECC plus EPPC, car ZC différent de 0, mètres. Et tout simplement, la vitesse initiale en C, et ben, elle est aussi différente de 0 mètres par seconde. Ok, on a une vitesse initiale et on a donc une attitude. En conséquence, on a donc deux énergies cinétiques et une énergie potentielle. Ok, on a ces deux formes d'énergie. Ensuite, on va écrire l'énergie cinétique, l'énergie mécanique en D. Donc en D, l'énergie mécanique, elle s'écrit de la façon suivante. Et ben on va l'écrire seulement comme l'énergie cinétique. Car, tout simplement, la vitesse en D, et ben, sera nécessairement différente de 0 mètres par seconde, parce que la balle tombe, et quand une balle tombe, ben, vous savez, et ben, elle va aller de plus en plus vite. Voilà. Et donc, tout simplement, en revanche, deuxième chose, ZD, ici, on est au niveau du sol. Donc, c'est-à-dire, comme on est au niveau du sol, et ben là, ZD, par contre, est égal à 0,0 mètres. Donc là, on a une attitude nulle, donc pas d'énergie potentielle de pesanteur. Alors, justement, là, je voulais faire un petit approfondissement rapide. C'est rare que dans les exos du lycée qu'on vous donne, comment dire, à trouver une formule de la vitesse ou même de la hauteur, donc avec, dans les deux cas, hein, par exemple en C et en D, une énergie cinétique et une énergie potentielle de pesanteur. Il y aura souvent, dans ce que j'ai pu voir, vous aurez toujours un point où vous n'aurez pas une des deux formes d'énergie, ok, afin de simplifier l'étude. Mais en soi, on peut le faire, si ça intéresse, ça apparaît, on pourra faire un petit exo là-dessus, si vous êtes intéressé. Faire un exemple un peu compliqué, puisque là, je peux le faire si vous voulez, et donc je peux vous montrer que c'est utile, ok, qu'on peut le faire. Ok, donc là, je vais voir si je le fais, et puis voilà. Alors, du coup, maintenant, on a dit, les frottements sont négligeables. Et donc, comme les frottements, pardon, je vais regarder, sont négligeables, EM, et ben les constantes. Ainsi, on peut en déduire la relation suivante. L'énergie mécanique, tout simplement C, c'est égal à l'énergie mécanique en D. Alors, je vais même l'isoler, je vais l'écrire dans ce sens-là. L'énergie mécanique en D égale l'énergie mécanique en C. Comme ça, je vais avoir la vitesse au point D, ok, puisque c'est ça qui m'intéresse directement. Alors, l'énergie mécanique en D, on a dit juste été l'énergie cinétique. Et l'énergie mécanique en C, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, vous vous rappelez, c'est 1 demi mv carré D, ok, au point D. Et l'énergie cinétique en C, c'est 1 demi mv carré C plus l'énergie potentielle de pesanteur en C. Donc, c'est mgzc, ok. Là, j'isole V carré D dans un premier temps. Donc là, j'ai une division, je multiplie par 1 demi. Donc, pour me débarrasser de cette multiplication par 1 demi, il suffit juste que je multiplie par l'inverse sur tout le membre de droite. Ok, donc ça fera 2 fois tout ce qui me reste. Hein. Donc 2 fois, tout simplement, 1 demi mv carré C plus mgzc. Voilà. Le tout divisé par la masse. Hein. J'ai multiplication par la masse. Donc pour me débarrasser de cette multiplication par la masse, je divise par la masse. B carré D est donc égal à la chose suivante. Alors là, il y a deux types d'élèves en fait sur ce genre d'exo. Soit je me dis, je fais une factorisation par la masse et donc je vire les masses et c'est bon. Ou soit, deuxième solution, je me dis, oh là, il y a trop de trucs. Et donc,
j'essaie déjà de distribuer, mais de toute manière, il va falloir refactoriser par la masse pour l'éliminer. Ok. Donc moi, bah, ma technique, c'est quoi? C'est tout simplement, je factorise par la masse. Alors, je sais pas comment j'ai fait dans le corrigé, je vais vous le redire tout de suite. Donc là, pour le coup, dans le corrigé, j'ai vérifié, j'ai fait exactement comme je vous l'ai dit, je vais aussi factoriser par la masse. Donc, je vais vous montrer avec la factorisation par la masse. Encore une fois, on peut ne pas factoriser par la masse, donc ça voudrait dire qu'on développe, puis après, on refactorise par la masse, mais bon, vous voyez, ça devient vite compliqué. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on factorise directement par la masse. Donc ça fera 2 fois la chose suivante. Donc m, facteur de tout ce qui reste. 1 demi, v carré, c, plus g fois zc. Ok. Le tout divisé par m. Je simplifie par m, et donc j'obtiens la chose suivante. J'obtiens donc v carré d égale la chose suivante. Donc ici, c'est 2 fois, donc là, je remets toujours mes parenthèses. Donc ici, 1 demi, tout simplement, on avait dit v carré c, ok, plus la chose suivante, donc g fois z, c. Alors, ça fait v carré d égale la chose suivante, ça fait 2 fois 1 demi v carré c plus 2 fois g fois zc. Ok, là vous êtes bien d'accord, en maths, quand j'ai une telle expression à simplifier, je vais distribuer le 2 à tous les termes de ma parenthèse. Ici, je regarde bien, j'ai 2 termes. Ok, j'ai celui-là, après j'ai un plus, et j'ai encore un second terme. Et après, j'ai pas de signe plus ou moins. Donc, ça veut dire j'ai 2 termes. Donc, ce 2-là, je vais distribuer à celui-là et à celui-là. Alors là, pareil, petite simplification, je multiplie par 2, je divise par 2. Ça fait donc v carré d égale v carré c plus 2 fois g fois zc. Après, j'ai toujours dit, j'ai un nombre carré égale quelque chose. Pas avoir le nombre tout seul, v carré d. Je fais racine carrée de tout le nombre de droite. Ça fait donc v carré c plus 2 fois z g fois zc. Et le tout sur la racine carrée. Et donc, on arrive bien à la formule qu'il fallait démontrer. Alors là, pareil, on peut la démontrer encore une fois avec un théorème énergétique. Donc là, pour le coup, avec le théorème de l'énergie cinétique, ça va un peu plus vite. Donc justement, je vais vous faire la petite démo rapidement à côté. Donc pour ceux qui auraient pensé à mettre le théorème de l'énergie cinétique, on peut faire avec celui-là aussi. Donc je vais vous montrer rapidement avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc avec le théorème de l'énergie cinétique, comment qu'on peut faire? Et bah, vous vous rappelez, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on dit que la somme des travaux des forces entre A et B, bon ici c'est entre C et D plus précisément, c'est égal variation d'énergie cinétique entre C et D. Ok. Or, ici, seul le poids travail, puisqu'on a dit sa seule force qui n'est pas négligée. Donc, tout simplement, on a la chose suivante. On a ce travail du poids entre C et D égale variation d'énergie cinétique entre C et D. Ce qui est égal à la chose suivante. Le travail du poids, c'est mg c'est mg fois la différence des attitudes, donc zc moins zd, égale variation d'énergie cinétique entre C et D. Donc, c'est-à-dire, c'est l'énergie cinétique en D. Hein. Vous vous rappelez, pour l'énergie, on prend toujours à l'envers. Donc, l'énergie cinétique en D moins l'énergie cinétique en C. Ce qui fait donc M fois G fois la différence d'attitude, ZC moins ZD, égale l'énergie cinétique en D. Donc, on a dit 1 demi mv carré D moins 1 demi mv carré C. Ok, on en arrive là. Alors, le but, bah, c'est d'isoler v carré D. Alors bon, je vais la réécrire dans l'autre sens, comme ça on n'a pas de problème. Donc ça fait 1 demi mv carré d moins 1 demi mv carré c. Tout ça égale à m fois g fois la différence des attitudes zc pardon, moins zd. Ok. Là donc, qu'est-ce que je fais? Je vais balancer cette partie-là au nombre de droite, moins 1 demi mv carré c. Donc j'ajoute 1 demi mv carré c. Donc ça fait m2. Donc ça fait 1 demi mv carré d égale mg ZC moins ZD plus 1 demi MV carré C. Ok, voilà. Là, j'ai juste ajouté le 1 demi MV carré C, ok, au membre de droite, pour que ça s'équilibre. Alors, donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté au membre de droite cette partie-là, donc 1 demi MV carré C, ok, et donc on en arrive à cette relation-là. Alors, bah, le but, c'est d'isoler V carré D. Donc là, ce qu'on va faire même ici, c'est plus évident à voir, on factorise par M, direct. Ok, donc ça fait, avant, 1 demi mv carré d égale m facteur de g fois zc, g fois la différence d'attitude, donc zc moins zd, plus donc tout simplement v carré c. Après, bah là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement isoler vd, v carré d. Donc ça fait 2 fois tout simplement masse fois la chose suivante, donc fois g fois la différence des attitudes zc moins zd,
plus V carré C, le tout divisé par la masse. Je simplifie par la masse. Ça fait donc, je vais écrire à gauche comme ça on gagne du temps. Ça fait V carré D égale la chose suivante. Donc c'est 2 fois G. Donc c'est 2 fois G tout simplement fois la différence des attitudes ZC moins, donc on a dit ZD. Ok, d'une part. Et après, n'oublions pas, on a un demi en fait. Plus tout simplement 2 fois 1 demi V carré C qui fait directement V carré C. Donc on va les réécrire dans le bon sens. V carré D égale V carré C plus 2 fois G fois la différence d'attitude, ZC moins ZD. Et donc ça fait VD égale la chose suivante, racine carrée de V carré C plus 2 fois G fois la différence des attitudes ZC moins ZD. Vous voyez, donc ça a pris un peu plus, enfin ça a pris moins de temps. C'est plus d'étapes je crois, mais ça a pris moins de temps parce que bah, vous voyez, ça va vite. Quand on connaît le raisonnement, on va vite. On va plus vite au théorème d'énergie cinétique que précédemment. Ensuite, donc tout simplement, question 3, la partie 2. Donc là, on cherche, donc là ici, déterminer la valeur de ZD pour ZC égale 2,20 mètres, VC égale 200 km/h pour ce modèle commenté. Donc ici, on cherche, comme on a dit, VC. Alors, pour le coup, on met les données qu'on a. Donc on a ZC égale 2,20 mètres. On a donc V, la vitesse au point C que 200 km/h. Alors là, pareil, réflexe tout de suite. Vous avez une vitesse en km/h, même en physique. Donc on a mètre par seconde toujours par vitesse maintenant. Maintenant, il faut prendre cette habitude-là. En première SP, on garde toujours le mètre par seconde. Ok. Donc du coup, on fait 200 divisé par 3,6. Et directement, là, je vous mets le résultat final. De mémoire, on trouve 55,6 mètres par seconde. Une fois que j'ai ces 3 données-là, bah, je ressors ma formule que j'ai établie question précédente. Là, pareil, comme on vous a dit, montrer la formule pour la vitesse en D. Si vous ne l'aviez pas réussi à bien montrer, et bah du coup, vous passez directement à la question 3 et vous dites que vous mettez cette formule. Ok, bravo. Et donc là, je vous l'ai souvent dit en maths, mais c'est vrai qu'en physique, bah là, pour le coup, ça s'applique. Donc si vous n'arrivez pas à démontrer un résultat de question précédente, et bah vous pouvez quand même réutiliser le résultat de la question précédente pour réaliser la question d'après. Ne restez pas bloqué. Hein. À la limite, vous l'admettez et puis vous aurez quand même des points pour la question suivante, mais pas pour la question précédente, que vous n'avez pas fait, ce qui est logique. Vous aurez quand même des points ici parce que bah du coup, là, il suffisait juste de faire l'application numérique. Donc, or, tout simplement, on a dit VD. C'est la vitesse en D d'ailleurs, je cherche. VD égale la chose suivante. Racine carrée de V carré C plus 2 fois G fois latitude en C. Ce qui fait V carré D. Donc là, on remplace racine carrée de tout simplement pas 200 km. Attention, ça c'est le piège. Donc 55,6 au carré. Plus 2 fois G, donc 9,81 newton par kilogramme. Et enfin, on multiplie par ZC. Donc 2,20 mètres. Ça fait VD égale la chose suivante. Donc de mémoire, là pareil, je vous donne directement le résultat. C'est 55,9 mètres par seconde. C'est quand même très... Donc là, commentaire du résultat. Cela est très élevé pour une balle de tennis. C'est le commentaire qu'on peut faire. Alors pourquoi c'est très élevé pour une balle de tennis? Justement, on va se poser la question. En fait, bah, vous quand vous marchez, donc marchez tranquillement, hein, et bah, vous faites plutôt du 1, voire 1,5 mètres par seconde. Ok, essayez de marcher, hein, comme ça, vous regardez, vraiment, vous comptez une seconde et vous regardez la distance que vous parcourez. Ok, essayez de voir et vous allez voir, la plupart du temps, vous parcourez, allez, grand max 1 ou 2 mètres par seconde. Ok, bravo. Essayez d'estimer à peu près dans vos têtes. Et bah, dites-vous, et donc quand vous mettez à courir, et bah, quand vous mettez à courir, grosso modo, on est un peu, donc, un coureur pas très expérimenté, hein, un coureur qui court, genre, juste en cours de sport, et bah, on court autour de 3-4 mètres par seconde. 3 mètres par seconde, c'est déjà pas mal. Mais si on est un peu plus expérimenté, on arrive quand même à monter à 4-5 mètres par seconde facile. Ok. Mais si on n'est pas trop expérimenté, on est plutôt autour de 2-3 mètres par seconde. Ok. Bravo. Donc, une balle de tennis, je sais pas si vous imaginez, mais qui parcourt 55 mètres, 55,8 mètres en une seconde, parce que c'est ça 55 mètres par seconde finalement. C'est 55 mètres en une seconde. Et bah, c'est quand même énorme. Alors, soit vous dites ça, soit vous réfléchissez comme ça, et donc vous dites, bah, c'est énorme. Ou soit vous avez du mal à réfléchir en mètres par seconde parce que vous n'avez pas encore l'habitude. Et donc, bah, dans ce cas, vous passez en km/h, vous multipliez par 3,6, je crois que c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, et on trouve 201 km/h. Je vais y arriver. Donc, en trouvant 201 km/h, bah là, on se rend compte clairement c'est élevé. Hein. Une voiture sur une autoroute, c'est grand max 130 km/h qu'elle a le droit de rouler. Hein. Évidemment, je sais très bien, je vous vois venir, je sais très bien que vos parents peut-être roulent un peu plus vite que 130, ou même s'ils sont bien civilisés, bah, je sais très bien qu'à la télé, on fait passer des reportages où vous voyez des mecs rouler à 200 km/h. Et vous dites rien. Oui, mais sauf que 200 km/h, arrêtez, c'est la vitesse en TGV quand il y a des soucis sur la voie. Vous voyez un peu le délire? Ou genre la vitesse.
c'est même plus élevé que la vitesse d'un TGV lorsqu'il prend la courbe là de Strasbourg pour arriver jusqu'à Strasbourg. Vous savez, quand vous venez de Paris et quand vous voulez aller à Strasbourg, 10 minutes, à peu près 10-15 minutes avant d'arriver à Strasbourg, vous avez une courbe, pour ceux qui sont allés. Voilà, je vous la mets juste là. Et ben cette courbe est quand même assez sinueuse et donc assez longue. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a eu un accident de TGV là en 2015 de mémoire, à peu près genre une semaine après les attentats de Charlie Hebdo. Et cet accident, il a été dû pourquoi? Bah parce qu'en fait, le TGV roulait beaucoup trop vite par rapport au virage. En fait, les essais du TGV sur virage, enfin, les essais TGV de façon générale, on en reparlera, parce que c'est un thème qui me fascine encore, mais bon, je vous en parle comme ça parce que c'est important à savoir. Et puis même c'est utile à savoir. Vous savez, quand on fait les essais TGV, normalement, il fait à 10% de la vitesse commerciale. C'est-à-dire, par exemple, si un TGV doit rouler à 300 km/h, les essais du TGV, on va les effectuer aux alentours de 330 km/h. Et si on voit qu'à 330 km/h, il n'y a pas de risque pour les passagers, et bah donc, parce que bien normal, on aura fait des calculs physiques et en fonction de la tension, tout ça, on en reparlera au sujet du prochain contrôle. Mais donc, en fonction des calculs de tension, tout ça, on estime qu'un TGV, normalement, il peut rouler jusqu'à 330 km/h. Mais en réalité, après, cette vitesse-là, elle est revue à baisse. Elle est revue à la baisse, et donc, et bah, comme ça, on avait 10% de plus, bah, ces 10% de plus, on les retire. C'est-à-dire qu'on fait les essais toujours à 10% de plus par rapport à la vitesse d'un TGV en service commercial. Et donc là, sur le virage en question que je vous parle, les essais de base avaient été faits à 176 km/h, je me rappelle, de mémoire. Donc, bah, en temps normal, un TGV est censé rouler à 160 km/h. Donc, bah, lorsqu'il a roulé un peu plus fort, je crois à 176 ou un truc comme ça, bah, TGV, littéralement, il est sorti des rails. Parce que, bah, c'était pas prévu pour. Parce que vraiment, la courbe, comme je vous dis, qu'elle est longue, mais elle est longue. Et un TGV, c'est pas une Ramboa. Une Ramboa, donc les bombardiers, là, que vous avez sur les lignes H et L, et les lignes du Transien, quoi. Et encore, même les Ramboa, bon, voilà, quoi. Les Ramboa, bah, même si elles ont une plus grande capacité à se plier, parce qu'en fait, sur un TGV classique, vous avez ce qu'on appelle des bogies, et donc ces bogies font que bah, le TGV ne peut pas se plier facilement comme ça. Et bah, sur un TGV classique, on les a, tandis que sur un Transien de mémoire, ils sont pas aussi gros et situés, en tout cas, sur tous les wagons. Donc là, si j'ai le temps, je vous remettrai des images, sinon, bon, tant pis. Mais donc, tout ça pour dire, oui, c'est quand même très élevé pour une bas de Nice, quoi. Limite, elle va plus vite qu'un TGV. Enfin, que ça s'appelle. Que le TGV, donc, sur cette branche-là, quoi. Bon, fin de la parenthèse. Donc, maintenant, vous savez ma passion pour les TGV. Je pourrais vous en parler pendant 10 heures, mais bon, faut qu'on revienne sur la physique quand même. Voilà. Mais si c'est de la physique, là, les TGV. Peut-être que je ferai une vidéo sur le TGV. Si vous avez envie, dites-le moi dans les commentaires. On pourra en parler. Parce que c'est un sujet vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur le TGV. Ne croyez pas que le TGV, c'est juste il roule et c'est tout. Non, non, il y a beaucoup de choses à comprendre. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, question 4. Maintenant, donc, tout simplement, à l'aide des valeurs initiales précédentes, donc, on dit ici que la valeur de la vitesse effectivement mesurée au point D est de l'ordre de 100 km/h, donc à l'aide d'une expérience. Proposez donc une hypothèse qui permettrait d'expliquer les écarts entre la valeur trouvée et donc la valeur qu'on avait calculée. Donc là, pareil, l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est tout simplement qu'en fait, il existerait d'autres forces qui auraient pour but de freiner le déplacement de la balle, et que ces forces-là, en conséquence, faudrait les prendre en compte maintenant dans le bilan des forces. Ok, donc là pareil, je vais pas réécrire la réponse, mais voilà, vous l'avez entendu un peu à l'oral, donc je répète. Hein. Donc, il existerait tout simplement, donc c'est l'hypothèse, hein, il existerait d'autres forces qui auraient pour but de freiner le mouvement de la balle lors du service, et donc il faut maintenant les prendre en compte. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette très 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 longue vidéo. Désolé pour la longueur. On dirait que j'ai fait une tirade, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça t'aura intéressé, que ça t'a permis de bien t'entraîner là-dessus. Ok, sur les exos, sur cet exo là, exo sur la méca. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.